Ma femme, infirmière, est revenue de sa mission humanitaire dans le Pacifique, avec une IST. Vous savez ce qu'on dit des agents d'entretien dans les hôpitaux. On voit tout, on entend tout, et on connaît plus de sales secrets que les médecins qui pensent diriger la boutique. Bon, techniquement, je ne suis pas un agent d'entretien. Je m'appelle Will Parker, superviseur de la maintenance à l'hôpital Merci Général, ce qui signifie que je répare les trucs cassés pendant que tout le monde s'acharne à les casser. Et croyez-moi, j'étais sur le point de découvrir à quel point tant de choses étaient brisées. Ma femme, Emma, était rentrée de sa mission humanitaire dans le Pacifique depuis exactement 3 jours, et quelque chose clochait, et ça puait pire que les urgences un samedi soir. Elle avait débarqué de cet avion comme si elle avait été percutée par un camion. Pâle, en sueur, tremblant comme une feuille dans une tornade. Ce sont les pilules contre le paludisme, avait-elle expliqué, évitant à peine mon regard. Les effets secondaires, tu sais. Le médecin a dit que c'était normal. Les pilules contre le paludisme, bien sûr. Plutôt des pilules de baratin, si vous voulez mon avis. Emma Parker, ma femme depuis 8 ans, infirmière dévouée aux urgences, soi-disant sainte de la miséricorde, était actuellement affalée sur notre lit king size comme si le monde lui appartenait. Sa valise était ouverte sur la commode, et je jouais le rôle du mari parfait, déballant ses affaires pendant qu'elle se remettait de sa maladie tropicale. C'est là que je l'ai trouvée, enfouie sous ses blouses et ce ridicule chapeau de soleil qu'elle avait acheté pour le voyage. Un pass VIP, doré, incroyablement chic, avec « Gala de secours du Pacifique », week-end d'appréciation des donateurs, imprimé en une élégante écriture cursive. En dessous, une liste d'invités d'une trentaine de noms, la moitié rayée de la main d'Emma. Et au fond de la valise, comme la cerise sur le gâteau, il y avait une photo. Emma, radieuse dans une robe rouge que je n'avais jamais vue, se tenant entre 6 hommes en costume coûteux. Ils avaient tous les bras autour de sa taille. Ils souriaient tous comme s'ils venaient de gagner au loto. Et Emma, ma Emma, regardait l'appareil photo comme si elle posait pour la couverture d'une version osée d'un magazine pour infirmières. Will. Sa voix flotta depuis la chambre, faible et pitoyable. Pourrais-tu m'apporter de l'eau? J'ai encore des vertiges. Je fixais cette photo un long moment, mon cerveau essayant de comprendre ce que je voyais. Une mission humanitaire, c'est ça? Le genre où l'on s'habille en robe de créateur et où l'on pose avec de riches donateurs pendant que des gens sont censés mourir du paludisme. Bien sûr, chérie, ai-je répondu en glissant la photo dans ma poche arrière. Une seconde. J'étais en train de remplir un verre à l'évier de la cuisine quand mon téléphone a sonné. Le docteur Martinez, de la clinique du centre-ville, le médecin traitant d'Emma. Will, c'est le docteur Martinez. J'ai les résultats des tests d'Emma d'hier. Les résultats des tests, ai-je froncé les sourcils. Quel test? Un silence. Elle ne vous l'a pas dit. Elle est venue hier matin pour un dépistage. Elle a dit qu'elle avait des symptômes depuis son retour de voyage. Ma prise sur le téléphone se resserra. Quel genre de symptômes? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le paludisme. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est la chlamydia. Un cas assez avancé, en fait. Elle aura besoin d'antibiotiques, et vous devriez probablement vous faire tester aussi. Le verre m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol de la cuisine. L'eau et les éclats de verre se sont répandus sur le carrelage, tout comme mon monde qui se disloquait. Will, vous êtes là? Oui, ai-je réussi à dire. Oui, je suis là. Je suis désolé d'être celui qui vous l'apprend. Emma semblait assez contrariée. Elle m'a demandé de vous appeler directement. Contrariée, bien sûr. Je parie qu'elle était contrariée. Contrariée de s'être fait prendre. Merci, docteur. Je m'en occupe. J'ai raccroché et j'ai regardé le désordre sur le sol. Chlamydia, pas paludisme. Et elle le savait depuis hier, était allée chez le médecin sans me le dire, avait reçu le diagnostic, puis était rentrée à la maison pour me servir cette histoire d'effets secondaires des antipaludiques. Will. La voix d'Emma, plus insistante maintenant. Où est cette eau? J'ai baissé les yeux sur le verre brisé, puis j'ai levé les yeux vers le plafond où ma femme était allongée dans notre lit, probablement en train de planifier son prochain mensonge. 8 ans de mariage. 8 ans à penser que je savais qui j'avais épousé. J'arrive, ma chérie, ai-je crié, en attrapant une serviette pour nettoyer le désordre. Je viens d'avoir un petit accident.
Un accident. C'est ce que tout notre mariage s'avérait être. Un gros et vilain accident. J'ai monté lentement les escaliers, un verre d'eau à la main, cette photo me brûlant la poche arrière. Emma était calée contre les oreillers, l'air fragile et innocent. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné, et elle avait enfilé ce vieux t-shirt de l'université Northwestern que je lui avais acheté pour son anniversaire il y a 3 ans. Jouant le rôle de l'épouse dévouée, se remettant de son noble sacrifice. « Tu es un ange ?» dit-elle en prenant l'eau avec un sourire reconnaissant. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je me suis assis sur le bord du lit, étudiant son visage. « Alors, raconte-moi un peu plus sur cette mission. » On dirait que c'était assez intense. Ses yeux ont vacillé une seconde, mais je l'ai vu. Oh, tu sais, de longues heures, des conditions difficiles. Nous travaillions dans des zones très reculées. Ça a dû être dur d'être loin d'installations médicales adéquates. Très dur. Elle sirota l'eau, évitant mon regard. Mais nous avons réussi. Les gens là-bas étaient si reconnaissants de notre aide. Je parie qu'ils l'étaient. J'ai sorti la photo de ma poche et je l'ai posée sur la table de chevet. Surtout ces 6 types. Le visage d'Emma devint blanc. Plus blanc que lorsqu'elle était descendue de l'avion. Le verre d'eau tremblait dans ses mains. Will, je peux. Tu peux quoi? Expliquer pourquoi tu es habillé comme si tu allais aux Oscars alors que tu es censé soigner des paludéens dans la jungle. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Vraiment? Parce qu'on dirait que ma femme est partie en vacances de luxe, a couché avec une bande de riches donateurs et est rentrée à la maison avec une maladie sexuellement transmissible. Le verre glissa de ses doigts et rebondit sur la couette, trempant les draps. La bouche d'Emma s'ouvrit et se referma comme un poisson cherchant de l'air. Comment as-tu? Le docteur Martinez a appelé. La chlamydia, Emma, pas le paludisme. La chlamydia. Elle s'est mise à pleurer alors. De grosses larmes dramatiques qui auraient pu marcher sur moi il y a une semaine, avant que je ne trouve la photo, avant que je ne reçoive l'appel. Avant que je ne réalise que la femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans était une parfaite inconnue. Will, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu m'as menti sur l'endroit où tu allais? Comment tu m'as menti sur ce que tu faisais? Comment tu m'as menti sur le fait d'être malade? Je me suis levé, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Ou peut-être veux-tu m'expliquer comment tu as réussi à attraper une IST alors que tu étais censé sauver des vies dans le Pacifique? C'est compliqué. Je parie que ça l'est. Elle sanglotait à présent, le mascara coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste. Ça a dégénéré. Qu'est-ce qui a dégénéré, Emma? Les mensonges ou l'infidélité? Les deux, a-t-elle murmuré. Au moins, elle était honnête sur quelque chose. Je suis allé à notre placard et j'ai commencé à sortir des vêtements. Mes vêtements. Jeans, t-shirt, bottes de travail, tout ce qui m'appartenait. Emma regardait depuis le lit, pleurant de plus en plus fort à chaque vêtement que je jetais dans mon vieux sac de sport. Qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi? Je fais mes valises. Tu ne peux pas partir. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. On peut quoi? Prétendre que ça n'est jamais arrivé? Prétendre que ma femme n'a pas passé 2 semaines à s'amuser sur une île tropicale pendant que j'étais ici, à lui manquer comme un idiot. J'ai attrapé mes articles de toilette dans la salle de bain. Mon rasoir, ma brosse à dents, toutes les petites choses qui avaient fait de cet endroit un foyer. Plus maintenant. Quand je suis retourné dans la chambre, Emma avait cessé de pleurer. Elle était assise bien droite, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose de dur. Très bien, dit-elle. Pars, fuis, comme tu le fais toujours quand les choses deviennent difficiles. Comme je le fais toujours? J'ai arrêté de faire mes valises et je les dévisageais. Quand ai-je déjà fui quoi que ce soit dans notre mariage? Tu as fui l'idée d'avoir des enfants. Tu as fui l'idée d'acheter une vraie maison. Tu as fui chaque occasion de t'améliorer. J'ai fui l'idée d'avoir des enfants parce que nous avions convenu d'attendre d'être financièrement stables. J'ai fui l'idée d'acheter une maison parce que nous n'en avions pas les moyens avec nos salaires. Et j'ai fui l'idée de m'améliorer? Je travaille 60 heures par semaine depuis 3 ans pour soutenir ta carrière. Soutenir ma carrière? Elle a ri,
mais c'était un rire laid. Tu m'as freiné. Sais-tu quel genre d'opportunité je pourrais avoir si je n'étais pas attaché à un agent de maintenance d'hôpital? Voilà. La vérité, enfin. Pas les pleurs, pas les supplications, pas les promesses de tout arranger. C'était ce qu'elle pensait vraiment de moi, de notre mariage, de la vie que nous avions construite ensemble. Eh bien, dis-je en fermant la fermeture éclair du sac de sport, maintenant tu n'as plus à t'inquiéter d'être freiné. Je suis allé à la commode et j'ai sorti le dossier en manille que je cachais dans mon tiroir à chaussettes depuis 6 mois. Les papiers du divorce que j'avais fait rédiger après la 3e fois que je l'avais surprise à envoyer des SMS à quelqu'un à 2 heures du matin. Les papiers que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent en voyant le dossier. Will, non. Je les ai fait préparer il y a des mois, dis-je en les posant sur le lit à côté d'elle. Appelle ça de l'intuition. Elle attrapa les papiers, parcourant la première page avec une horreur croissante. Tu ne peux pas être sérieux. On ne peut plus sérieux. J'en ai fini, Emma. Fini des mensonges. Fini de l'infidélité. Fini d'être traité comme si je n'étais pas assez bien pour toi. J'ai passé le sac de sport sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Je me suis arrêté sur le seuil, regardant la femme avec qui j'avais pensé passer le reste de ma vie. Elle avait l'air petite et pathétique, assise là dans notre lit, entourée par les décombres de notre mariage. Quelque part où ça ne sent pas les mensonges et les maladies tropicales, ai-je dit. Et puis je suis parti, la laissant crier mon nom derrière moi. Le motel Riverside n'était pas exactement le Four Seasons, mais il avait 2 avantages. C'était bon marché, et c'était assez loin de notre maison pour que je ne tombe pas accidentellement sur Emma à l'épicerie. La chambre sentait le désinfectant et les rêves brisés, mais au moins, elle était honnête sur ce qu'elle était. J'y étais depuis 3 jours quand Pete Kowalski est arrivé avec un pack de 6 bières et une grimace de sympathie. Pete travaillait à la sécurité de Merci Générale, de nuit, ce qui signifiait qu'il voyait tout ce qui se passait quand les administrateurs rentraient chez eux. Nous étions amis depuis environ 5 ans, depuis que j'avais réparé la serrure du bureau de la sécurité et qu'il avait partagé son café avec moi. J'ai entendu par la radio-trottoir que toi et Emma aviez des problèmes, dit-il en s'installant dans l'unique chaise de la chambre pendant que je m'asseyais sur le bord du lit. Des problèmes? J'ai ouvert une bière et j'ai bu une longue gorgée. C'est une façon de le dire. Pete était le genre de type qui ne demandait pas de détails, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles je l'appréciais. Il avait environ 50 ans, divorcé lui-même, avec le genre de visage buriné qui vient d'avoir vu trop des pires impulsions de l'humanité. Ses cheveux noirs grisonnaient aux tempes, et il avait cette façon de vous regarder qui vous donnait l'impression qu'il avait déjà entendu l'histoire que vous alliez lui raconter. Tu veux en parler? Elle m'a trompé, a ramené un souvenir de sa mission humanitaire. J'ai fait un vague geste vers mon entrejambe. Le genre qui nécessite des antibiotiques. Pete a grimaudé. Aïe. C'est dur, mon pote. Le meilleur? Elle a essayé de me dire que c'était le paludisme. Le paludisme n'affecte généralement pas ces parties du corps-là. C'est ce que je me suis dit. Nous avons bu en silence pendant un moment, écoutant le trafic extérieur et le couple de la chambre voisine qui semblait avoir la même dispute depuis mon arrivée. Alors, quel est ton plan? A finalement demandé Pete. Un plan? Tu ne peux pas te cacher dans ce motel miteux pour toujours. Tu vas devoir retourner au travail, gérer le divorce, trouver ce qui vient ensuite. Il avait raison, bien sûr. J'avais évité la réalité pendant 3 jours, vivant de la nourriture des distributeurs automatiques et de la télévision par câble. Mais ça ne pouvait pas durer. Je devais retourner au travail lundi, ce qui signifiait affronter tous les gens qui nous connaissaient, Emma et moi, en tant que couple. Le personnel de l'hôpital qui avait probablement déjà appris par le réseau de commérage que nous étions séparés. Je ne sais pas, ai-je admis. Je n'ai jamais divorcé avant. Ce n'est pas amusant, mais on y survit. L'important est de garder sa dignité. La dignité, bien sûr. Difficile de garder sa dignité quand votre femme ramène une IST à la maison et essaie ensuite de vous faire passer pour un fou à ce sujet. Mon téléphone a vibré avec un texto. Emma, bien sûr. Elle m'envoyait des textos toutes les quelques heures depuis mon départ, alternant entre excuses et accusations. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Je peux tout expliquer. J'ai montré le message à Pete. Il l'a lu et a secoué la tête.
Le coup classique de l'infidèle. D'abord il nie, puis il minimise, puis il te reproche de surréagir. Elle a déjà passé les 2 premières étapes. J'attends la 3e. Comme par hasard, un autre texto est arrivé. Tu es ridicule. C'était une erreur. Les gens font des erreurs. Voilà la 3e étape, a dit Pet. J'ai éteint le téléphone et je l'ai jeté sur la table de chevet. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Tu vas devoir le gérer à un moment donné. Et quand tu le feras, tu devras être intelligent. Qu'est-ce que tu veux dire? Pet se pencha en avant, son expression sérieuse. Je veux dire, Emma ne va pas te faciliter la tâche. Elle va essayer de contrôler le récit, de se faire passer pour la victime. Tu dois être prêt pour ça. Il avait raison. Emma était très soucieuse de son image. Elle avait passé des années à construire sa réputation d'infirmière dévouée, de professionnelle attentionnée, d'épouse parfaite. Elle n'allait pas laisser une petite chose comme l'adultère ruiner cette image sans se battre. Un conseil? Documente tout. Garde une trace de toutes tes communications avec elle. Et ne fais rien de stupide. Définis le stupide. Ne crève pas ses pneus. Ne raie pas sa voiture. Ne te pointe pas à son travail ivre en hurlant. Ce genre de stupidité. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit de tout ça, mais c'était bon de savoir que c'était hors de question. Nous avons fini nos bières et Pet est parti, promettant de garder l'oreille ouverte au travail pour tout ragot qui pourrait être utile. Après son départ, je me suis allongé sur le lit du motel, fixant le plafond taché d'eau et pensant aux 8 dernières années. Emma et moi nous étions rencontrés à l'hôpital, bien sûr. Elle était une nouvelle infirmière, fraîchement sortie de l'école, et j'étais le gars de la maintenance appelé pour réparer un évier cassé dans la salle de repos. Elle avait été impressionnée que je puisse réellement réparer des choses au lieu d'appeler quelqu'un d'autre pour le faire. J'avais été impressionné qu'elle ait pris la peine d'apprendre mon nom au lieu de m'appeler simplement « la maintenance », comme le faisait la plupart du personnel médical. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier lors d'une petite cérémonie à l'église de ses parents. Rien d'extraordinaire. Nous ne pouvions pas nous le permettre, mais ça avait semblé réel. Emma avait porté la robe de sa grand-mère et j'avais porté le seul costume que je possédais. Sa mère avait pleuré. Son père m'avait serré la main fermement et m'avait dit de prendre soin de sa petite fille. J'avais essayé. Dieu sait que j'avais essayé. Mais à un moment donné, essayer n'avait pas suffi. Emma avait commencé à voir notre vie comme si elle était trop petite pour elle. L'appartement était trop à l'étroit. Mon travail n'était pas assez prestigieux. Nos amis n'avaient pas assez de succès. Elle avait commencé à parler d'opportunités, de réseautage, de faire avancer sa carrière. La mission humanitaire dans le Pacifique avait été la dernière d'une série d'opportunités de développement professionnel. Emma avait postulé il y a 6 mois, la décrivant comme une chance d'utiliser ses compétences pour aider les gens dans le besoin tout en étoffant son CV. Je l'avais soutenue, même si cela signifiait 2 semaines de séparation et une pression financière que nous ne pouvions pas vraiment nous permettre. J'avais été fier d'elle. C'était le pire. J'avais réellement été fier que ma femme soit assez altruiste pour se porter volontaire pour un travail humanitaire. Quelle blague. Lundi matin est arrivé trop vite. J'ai enfilé ma tenue de travail, un uniforme bleu marine avec « Merci Général Maintenance » brodé sur la poche, et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital comme je l'avais fait chaque jour de la semaine depuis 8 ans. Mais tout semblait différent maintenant. Le bâtiment familier avait la même apparence, mais j'avais l'impression de le voir avec de nouveaux yeux. Le bureau de la maintenance était au sous-sol, à côté de la buanderie et de la morgue. Pas exactement un emplacement de choix, mais c'était calme et la plupart des gens nous laissaient tranquilles. Mon superviseur, Joe Martinez, était déjà là quand je suis arrivé, lisant les ordres de travail du matin avec un café qui aurait pu décaper de la peinture. « Parker », dit-il en levant les yeux de son presse-papier. « Tu as une sale gueule. » « Merci, Joe. Tu sais toujours quoi dire pour qu'un gars se sente mieux. » Joe avait environ 60 ans, avec des mains comme des racines d'arbres et un visage qui avait vu tous les types de pannes mécaniques que l'hôpital pouvait produire. Il travaillait à la maintenance depuis 30 ans et avait la vision cynique du monde qui allait avec le territoire. « J'ai entendu dire que toi et Emma aviez des problèmes. » Les nouvelles voyageaient vite dans un hôpital, plus vite que la plupart des maladies et 2 fois plus contagieuses. Où as-tu entendu ça? Ma femme joue au bridge avec Tasha Morrison.
Tu sais que Tasha travaille aux urgences avec Emma. Je connaissais Tasha. Blonde, pétillante, et à peu près aussi douée pour garder les secrets qu'une passoire l'est pour retenir l'eau. Si Tasha était au courant de notre séparation, alors la moitié de l'hôpital le savait probablement déjà. Qu'est-ce que Tasha a dit exactement? Joe haussa les épaules. Juste qu'Emma loge chez elle depuis quelques jours. Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de son voyage. Une dispute, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelait ça quand votre femme rentre à la maison avec la chlamydia. C'est plus qu'une dispute, Joe. Tu veux en parler? Pas particulièrement. Compris. Mais si ça doit affecter ton travail. Ça n'affectera pas mon travail. Joe étudia mon visage un instant, puis hocha la tête. D'accord. On a une unité de climatisation en panne dans l'aile chirurgicale et un drain bouché à la cafétéria. Tu penses pouvoir gérer ça sans laisser ta vie personnelle interférer? Je peux le gérer. Et je le pouvais. Le travail était la seule chose dans ma vie qui avait un sens. Les machines tombaient en panne. Je les réparais. Cause à effet simple. Pas d'agenda caché ou de motivation secrète. Un climatiseur cassé ne vous mentait pas sur la raison de son dysfonctionnement. J'étais à mi-chemin du remplacement du compresseur dans l'aile chirurgicale quand j'ai entendu des voix dans le couloir. La voix d'Emma, ainsi que deux autres que j'ai reconnus. Tasha Morrison et le docteur Marabel Santos, les amis les plus proches d'Emma à l'hôpital. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Emma était contrariée et ses amis lui offraient réconfort et soutien. Les amis fidèles se ralliant autour de l'épouse blessée. Comme c'est touchant. J'ai fini d'installer le compresseur et j'ai rangé mes outils. Mais au lieu de retourner au sous-sol, j'ai fait un détour par les urgences. Appelez ça de la curiosité morbide, mais je voulais voir comment Emma gérait notre séparation en public. Elle se tenait au poste des infirmières, remplissant des dossiers avec une intensité concentrée qui signifiait qu'elle essayait de ne pas penser à autre chose. Elle avait ramené ses cheveux en une queue de cheval serrée, et elle portait la blouse bleue qui faisait ressortir ses yeux. Pour quiconque ne savait pas, elle ressemblait à la professionnelle dévouée qu'elle avait toujours prétendu être. Mais je savais mieux maintenant. Tasha planait à proximité, jetant de temps en temps des regards inquiets dans la direction d'Emma. Quand elle m'a vu, son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. « Will, dit-elle, sa voix artificiellement enjouée. Comment vas-tu? Je vais bien, Tasha. Et toi? Oh, tu sais, occupé. Toujours occupé par ici. Emma leva les yeux de ses dossiers et nos regards se croisèrent pour la première fois depuis que j'avais quitté notre chambre. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte, mais il y avait autre chose dans son expression. Quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Will, dit-elle doucement. On peut parler? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste une minute. Tasha observait cet échange comme si c'était son feuilleton préféré, et je pouvais voir d'autres membres du personnel commencer à prêter attention. La dernière chose que je voulais, c'était de fournir un divertissement au moulin à ragots de l'hôpital. D'accord, dis-je. Mais pas ici. Emma hocha la tête et me conduisit dans l'une des salles de consultation familiale. De petits espaces privés où les médecins annoncent de mauvaises nouvelles aux proches. Quel à propos. Elle ferma la porte derrière nous et s'appuya contre elle comme si elle essayait de m'empêcher de m'échapper. Je sais que tu es en colère, commença-t-elle. En colère ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Mais nous pouvons surmonter ça. Le mariage, c'est le pardon. Le mariage, c'est la confiance, Emma, et l'honnêteté. Deux choses que tu sembles avoir oubliées. Son sang-froid se fissura un peu. J'ai fait une erreur. Je le sais. Mais ça ne doit pas mettre fin à notre mariage. Une erreur? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Tu n'as pas accidentellement trébuché pour tomber sur la baie d'un type, Emma. Tu as fait une série de choix. Tu as choisi de me mentir sur le type de voyage que tu faisais. Tu as choisi de t'habiller comme si tu allais à un cocktail au lieu d'une mission humanitaire. Tu as choisi de coucher avec quelqu'un d'autre. Et ensuite tu as choisi de me mentir sur la raison pour laquelle tu étais malade. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Aide-moi à comprendre comment ma femme se retrouve avec la chlamydia alors qu'elle est censée soigner des paludéens. Le visage d'Emma devint rouge.
Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Les attentes. Quelles attentes? De coucher avec les donateurs? De réseauter? De nouer des liens? Sais-tu à quel point c'est compétitif dans le secteur de la santé en ce moment? À quel point il est difficile de faire avancer sa carrière sans les bonnes relations? Alors tu as décidé de nouer des liens avec ton vagin. Elle m'a giflé violemment. Le son a résonné dans la petite pièce comme un coup de feu. N'ose pas me parler comme ça. J'ai touché ma joue où sa main avait laissé une marque rouge. Comme quoi? Comme quelqu'un qui en a marre qu'on lui mente? Comme si j'étais une sorte de... Je n'ai pas dit que tu étais une... Emma. Mais si la blouse te va. Elle leva la main pour me gifler à nouveau, mais j'attrapai son poignet. Une fois a suffi, dis-je en lâchant son bras. On a fini ici. Will, attends. Mais j'ouvrais déjà la porte. Tasha se tenait dans le couloir, faisant semblant d'être occupée avec quelque chose sur son téléphone, mais il était évident qu'elle avait écouté. Quand elle m'a vu sortir, elle a rapidement détourné le regard. Le spectacle t'a plu, ai-je demandé. Le visage de Tasha devint rouge. Je n'étais pas. Je veux dire, j'étais juste. Laisse tomber, dis-je en m'éloignant. J'ai passé le reste de la journée à réparer le drain bouché de la cafétéria, ce qui semblait une métaphore appropriée pour ma vie. Tout se bloquait, débordait, créant un désordre que quelqu'un d'autre devrait nettoyer. Le soir, en rentrant au motel, j'avais 17 textos d'Emma et 3 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. Pet est arrivé vers 20h avec de la nourriture chinoise et plus de bière. J'ai entendu dire que tu as eu une conversation avec ta femme aujourd'hui, dit-il en déballant des boîtes de Hello Mine et de Port Aigredou. Les nouvelles voyagent vite. Tasha Morrison a une bouche comme un mégaphone. Selon elle, Emma t'a giflé dans la salle de consultation familiale. Selon elle? Tu n'étais pas là. Pet sourit. J'ai peut-être passé par là quand c'est arrivé. J'ai peut-être entendu des voix s'élever. Et rien. Je voulais juste que tu saches que les gens parlent. Génial. Comme si ma vie n'était pas assez compliquée. Maintenant, j'allais être le sujet des ragots de l'hôpital pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça dépend à qui tu demandes. Les amis d'Emma la présentent comme la victime. Pauvre petite infirmière dont le mari ne comprend pas les pressions de sa carrière. Tes amis te présentent comme la victime. Un gars travailleur dont la femme l'a trompé et lui a donné une IST. Qu'est-ce que tu en penses? Pet a ouvert une bière et a bu une longue gorgée. Je pense que la vérité est probablement quelque part au milieu, mais plus proche de ton côté que du sien. C'est réconfortant. Le truc, Will, c'est que ce n'est que le début. Emma ne va pas abandonner facilement. Elle a trop investi dans son image pour laisser ce divorce se faire en silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, elle va se battre salement, essayer de te faire passer pour le méchant, comme si c'était toi qui avais détruit le mariage. Tu dois être prêt pour ça. J'ai pensé aux mots d'Emma dans la salle de consultation. Les accusations selon lesquelles je la freinais, que j'avais fui les occasions de m'améliorer. On aurait dit qu'elle était déjà en train de construire son argumentaire sur l'échec de notre mariage, et que cela n'avait rien à voir avec son infidélité et tout à voir avec mes manquements en tant que mari. Des suggestions? Ouais. Ne lui donne aucune munition. Garde la tête basse, fais ton travail, et laisse-la creuser sa propre tombe. Et si elle ne creuse pas sa propre tombe? Et si sa version des événements devient la vérité acceptée? Pet sourit, mais ce n'était pas une expression agréable. Alors peut-être que tu devras l'aider à creuser. Les jours suivants passèrent dans un flou d'équipements cassés et de conversations chuchotées qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Le moulin à ragots de l'hôpital tournait à plein régime, et j'étais apparemment l'attraction principale. Certaines personnes me regardaient avec sympathie, d'autres avec curiosité, et quelques-unes avec ce qui aurait pu être de la pitié. Emma, pendant ce temps, avait lancé une offensive de charme à grande échelle. Elle faisait des heures supplémentaires, se portait volontaire pour des comités, et se comportait en général comme l'infirmière la plus dévouée de l'histoire de la médecine. Le message était clair. Elle était la victime innocente d'un mariage raté, tenant bon malgré sa douleur personnelle. C'était une bonne stratégie, je devais l'admettre. Emma avait toujours été populaire auprès du personnel, et maintenant elle jouait à la perfection le rôle de l'épouse bafouée.
Elle avait même recommencé à porter son alliance, ce qui était une belle touche. Je déjeunais dans la salle de repos du sous-sol, un terme généreux pour un placard avec un micro-ondes et 2 chaises pliantes, quand Joe Martinez a passé la tête. « Parker, tu as un visiteur en haut. » Salle de conférence B, un visiteur? L'avocat dit que c'est à propos de ton divorce. Mon estomac se noie. Emma avait engagé un avocat. Bien sûr qu'elle l'avait fait. La salle de conférence B était au 3e étage, dans l'aile administrative où les gens qui dirigeaient vraiment l'hôpital avaient leur bureau. C'était une petite pièce avec une table polie, des chaises inconfortables et des affiches de motivation qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. L'avocat était exactement ce à quoi je m'attendais. La quarantaine, costume cher, une mallette qui semblait coûter plus cher que ma voiture. Il se leva quand j'entrai et me tendit une main manucurée. « Monsieur Parker, je suis David Thornton, je représente votre femme dans la procédure de divorce. » Je lui serrai la main sans enthousiasme. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Thornton ? » Appelez-moi David, s'il vous plaît. J'espérais que nous pourrions discuter des termes de la séparation de manière civilisée, sans impliquer les tribunaux inutilement. Traduction, Emma voulait régler ça rapidement et discrètement avant que trop de détails sur son aventure dans le Pacifique ne deviennent publics. Je vous écoute. David ouvrit sa mallette et sortit un dossier en manille. Madame Parker est prête à être assez généreuse dans le règlement. Elle est disposée à vous laisser garder l'appartement, la voiture et la plupart des biens personnels. En échange, elle aimerait que vous acceptiez un divorce à l'amiable sans divulgation publique des raisons de la séparation. Pas de divulgation publique? Pas de discussion sur les détails de la rupture du mariage avec des amis communs, des collègues ou des membres de la famille. Une clause de confidentialité standard. J'ai failli rire. Emma voulait acheter mon silence. Elle était prête à renoncer à sa part de nos maigres biens en échange de la préservation de sa réputation. Et si je n'accepte pas cette clause de confidentialité? Le sourire de David devint un peu forcé. Alors nous devrons passer par les tribunaux, ce qui pourrait devenir assez désordonné. Des détails qui pourraient être embarrassants pour les deux parties pourraient devenir publics. Embarrassant pour les deux parties? Je ne suis pas celui qui est rentré à la maison avec la chlamydia. Monsieur Parker, je comprends que vous soyez contrarié, mais... Contrarié? Je me suis levé, soudain furieux. Ma femme a passé 2 semaines à s'amuser avec de riches donateurs en prétendant être en mission humanitaire, à ramener une maladie sexuellement transmissible, puis m'a menti en face à ce sujet. Contrarié et ne commence même pas à décrire ce que je ressens. David leva les mains dans un geste apaisant. Je comprends que ce soit émotionnel pour vous, mais nous essayons de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Une solution qui fonctionne pour Emma, vous voulez dire. Madame Parker a une carrière à prendre en compte. Elle s'est bâtie une réputation dans cette communauté. Une réputation basée sur des mensonges. Néanmoins, traîner cela devant les tribunaux ne profitera à personne. Ce sera coûteux, long et finalement destructeur pour vos deux réputations. Je me suis rassis, essayant de penser clairement malgré ma colère. David avait raison sur un point. Une procédure de divorce public serait désordonnée et coûteuse. Mais l'offre d'Emma donnait l'impression qu'elle essayait d'acheter son impunité. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Mais je dois mentionner que cette offre a une date d'expiration. Madame Parker est prête à être généreuse maintenant, mais si cela traîne, elle pourrait être forcée d'adopter une approche plus conflictuelle. Est-ce une menace? C'est une réalité. Les procédures de divorce peuvent devenir assez laides lorsque les deux parties sont déterminées à étaler leurs griefs en public. Après le départ de David, je suis resté assis dans la salle de conférence pendant un long moment, regardant par la fenêtre le parking où Emma et moi avions l'habitude de nous retrouver pour déjeuner quand nous sortions ensemble au début. Ces souvenirs semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Pete. Besoin de te parler. Important. Retrouve-moi au bureau de la sécurité après ton service. Le bureau de la sécurité était au sous-sol, à côté du service de maintenance. Pete m'attendait avec une expression sombre et un dossier en manille bien à lui. On doit parler, dit-il en fermant la porte à clé derrière moi. De quoi? Du petit ami de ta femme. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Son quoi? Assieds-toi, Will. Je me suis assis sur la chaise en face du bureau de Pete, mes jambes soudainement instables.
J'ai fait quelques recherches après notre conversation de l'autre soir. J'ai demandé quelques faveurs à des gens que je connais dans la sécurité des hôpitaux du pays. Pet ouvrit le dossier et sortit plusieurs photographies. Elles étaient granuleuses, manifestement prises avec un objectif à longue portée, mais les sujets étaient clairement identifiables. Emma, vêtue de la robe rouge de la photo que j'avais trouvée, dansant avec un homme grand aux cheveux noirs dans un smoking chair. Il s'appelle Dr Félix Dalton, dit Pet. Chirurgien orthopédiste, travaille à l'hôpital presbytérien du centre-ville. Divorcé, conduit une BMW, vit dans un penthouse dans le quartier financier. Je fixais les photographies, mon cerveau essayant de traiter ce que je voyais. Emma avait l'air heureuse sur les photos, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Comment as-tu eu ça? Le gala de secours du Pacifique était un grand événement. Beaucoup de couvertures médiatiques locales, de photographes mondains. Celles-ci ont été publiées dans la section au style de vie du Seattle Times. Il a sorti d'autres photos. Emma et Félix dans un restaurant. Emma et Félix se promenant sur la plage. Emma et Félix montant dans sa BMW devant un hôtel. Il y a plu, dit Pet doucement. Félix Dalton a une réputation. Il a été lié à plusieurs infirmières au fil des ans, généralement des femmes mariées. Le gars aime jouer les briseurs de ménage. J'ai eu la nausée. Depuis combien de temps ça dure? D'après ce que j'ai pu trouver, ils se sont rencontrés à une conférence médicale il y a environ 6 mois. La mission humanitaire dans le Pacifique n'était qu'une excuse pratique pour qu'ils passent 2 semaines ensemble. 6 mois. Emma me trompait depuis 6 mois, et j'avais été trop stupide pour le voir. Il y a autre chose, a dit Pet. Félix Dalton est marié aussi. Sa femme est le docteur Catherine Dalton. Elle est cardiologue dans le même hôpital. Ils ont 2 enfants. Donc, Emma n'était pas seulement une infidèle. Elle était aussi une briseuse de ménage. Parfait. Qu'est-ce que je suis censé faire de cette information? C'est à toi de voir. Mais je pensais que tu devais savoir à quoi tu avais affaire. J'ai rassemblé les photographies et je les ai remises dans le dossier. L'avocat d'Emma est venu me voir aujourd'hui. Elle veut régler ça discrètement avec une clause de confidentialité. Bien sûr qu'elle le veut. Elle ne peut pas laisser ça s'ébruiter et ruiner sa réputation. Ou celle de Félix. Pet hocha la tête. Scandale 2 pour le prix d'un. La communauté médicale locale s'en régalerait. J'ai pensé à l'offre de David Thornton. L'appartement, la voiture, le divorce rapide et silencieux en échange de mon silence. C'était une bonne affaire financièrement parlant, mais cela signifiait aussi qu'Emma s'en tirerait sans conséquence. Elle garderait son travail, sa réputation, ses amis, tandis que je serais le gars qui n'a pas su rendre sa femme heureuse. Qu'est-ce que tu ferais, ai-je demandé à Pet. Moi? Je les ferais payer. Pas nécessairement devant un tribunal, mais je m'assurerai qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que tu veux dire? Pet se renversa dans son fauteuil, une expression calculatrice sur le visage. Je veux dire, Emma et son petit ami ont joué avec la vie des autres. Il est peut-être temps que quelqu'un leur rende l'appareil. Je ne vais rien faire d'illégal. Qui a parlé d'illégalité? Il y a plein de façons de compliquer la vie de quelqu'un sans enfreindre la loi. J'ai quitté l'hôpital ce soir-là avec le dossier de Pet sous le bras et la tête pleine de sombres pensées. Emma voulait garder sa secret, contrôler le récit, s'assurer que sa réputation reste intacte pendant que notre mariage s'effondrait en privé. Mais peut-être que Pet avait raison. Peut-être qu'il était temps d'arrêter d'être le gentil garçon, le mari compréhensif, la victime qui partait en silence. Peut-être qu'il était temps de se battre. Je traversais le parking de l'hôpital quand j'ai vu la voiture d'Emma, une Honda Civic argentée que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. Elle était garée à sa place habituelle, sous le lampadaire près de l'entrée des urgences. Sur une impulsion, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation. Puis j'ai fait le tour de la voiture, cherchant tout ce qui pourrait être utile. Sur la banquette arrière, je pouvais voir un sac de sport et ce qui ressemblait à des vêtements de rechange. Elle travaillait tard ou retrouvait Félix après son service. J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose coincé sous l'essuie-glace. Une contravention. Emma s'était garée sur une place visiteur au lieu du parking des employés. Une petite infraction, mais ça m'a donné une idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le bureau de la police du stationnement de l'hôpital.
Ici Will Parker de la maintenance, ai-je dit quand quelqu'un a répondu. J'appelle pour signaler un véhicule qui est garé illégalement sur le parking des visiteurs depuis plusieurs heures. C'était un geste mesquin. Je le savais. Mais en regardant l'agent de stationnement placer une deuxième contravention sur le pare-brise d'Emma, j'ai ressenti une petite vague de satisfaction. Les actions ont des conséquences. Emma était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. J'ai regagné le motel avec le dossier de Pete sur le siège passager et un plan qui commençait à se former dans mon esprit. Emma voulait jouer à des jeux. Très bien. Mais elle était sur le point de découvrir que j'avais appris les règles, moi aussi. Et j'en avais fini de jouer gentiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis le début de ce bazar. Emma voulait contrôler le récit, garder tout secret, préserver sa précieuse réputation pendant qu'elle jouait à la maison avec le docteur Félix Dalton. Mais l'information, j'avais appris, c'était le pouvoir. Et grâce à Pete, j'avais beaucoup d'informations. J'ai passé ma pause déjeuner à la bibliothèque publique, utilisant leurs ordinateurs pour faire des recherches sur Félix Dalton. Ce que j'ai trouvé dressait le portrait d'un homme qui vivait très publiquement. Profil sur les réseaux sociaux, bulletin d'information de l'hôpital, photos d'événements caritatifs. Il aimait être vu, être admiré, être le centre de l'attention. Ça allait être un problème pour lui. Le compte Instagram de Félix était un chef-d'œuvre d'autopromotion narcissique. Des photos de sa BMW, de son Pentouse, de ses montres chères, de ses abdominaux parfaitement sculptés à la salle de sport, et parsemés ça et là comme des miettes de pain menant à une maison en pain d'épices, des photos de lui avec diverses femmes à des conférences médicales, des galas de charité et des événements professionnels. J'ai reconnu Emma sur 3 des photos, toutes prises au cours des 6 derniers mois. Sur l'une, il se tenait avec un groupe de professionnels de la santé à ce qui ressemblait à une réception de conférence. Emma souriait, mais elle se tenait un peu trop près de Félix, sa main reposant sur son bras d'une manière qui suggérait une familiarité. La deuxième photo provenait d'une collecte de fonds de l'hôpital. Emma portait une robe noire que je n'avais jamais vue, et Félix avait le bras autour de sa taille. La légende disait, super participation pour le gala de l'hôpital pour enfants. Merci à tous les professionnels de la santé extraordinaire qui font la différence chaque jour. Communauté-bas médicale Charité Bénie. La troisième photo était la plus accablante. Elle provenait du gala de secours du Pacifique, le même événement où les photos de journaux que Pete m'avait montrées avaient été prises. Emma et Félix dansaient, se regardant dans les yeux avec une intimité qui me retourna l'estomac. La légende était simple, danser toute la nuit pour une grande cause. Secours-bas Pacifique Charité bon-bas moment. J'ai fait des captures d'écran des 3 photos et je les ai enregistrées sur mon téléphone. Puis j'ai creusé un peu plus. La femme de Félix, le docteur Catherine Dalton, avait aussi une présence sur les réseaux sociaux, bien que la sienne soit plus professionnelle et moins autoglorifiante. Son Instagram était principalement composé d'articles médicaux, de photos de famille avec leurs 2 enfants et de photos de son jardin. Elle avait l'air d'une femme gentille, intelligente, accomplie, complètement inconsciente que son mari couchait avec des infirmières mariées. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Elle était dans la même position que moi 2 semaines auparavant, faisant confiance à son conjoint, croyant en son mariage, n'ayant aucune idée que sa vie était sur le point d'imploser. Mais cette sympathie ne m'a pas empêché de faire des captures d'écran de ces photos aussi. Quand j'ai quitté la bibliothèque, j'avais un dossier complet sur Félix Dalton, ses habitudes, ses lieux de prédilection, son cercle social et, plus important encore, ses faiblesses. L'homme était vaniteux, négligent et apparemment accro à l'attention des réseaux sociaux. Ça allait être sa chute. Je suis retourné à l'hôpital et j'ai passé l'après-midi à réparer un ascenseur en panne dans l'aile chirurgicale. C'était un travail mécanique qui laissait mon cerveau libre de planifier. Emma et Félix pensaient être malins, se faufilant, gardant leur liaison secrète, mais ils avaient laissé une traînée de preuves qu'un aveugle aurait pu suivre. La question était de savoir quoi faire de ces preuves. Pete m'a trouvé dans l'atelier de maintenance après mon service, portant 2 tasses de café qui sentaient comme s'ils avaient infusé depuis l'administration Clinton. « Tu as l'air d'un homme qui a un plan », dit-il en me tendant l'une des tasses. « Peut-être. Tu veux partager ?» J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises à la bibliothèque. Pete a sifflé doucement en les faisant défiler. Félix Dalton n'est pas exactement subtil, n'est-ce pas? Aussi subtil qu'une brique à travers une fenêtre. Alors, à quoi tu penses?
J'ai bu une gorgée du terrible café et j'ai examiné mes options. L'avocat d'Emma veut que je signe un accord de confidentialité. Il veut s'assurer que rien de tout ça ne devienne public. Et je me dis que peut-être le public a le droit de savoir quel genre de personnes représentent leur communauté médicale. Pet sourit. J'aime où ça nous mène. La question est de savoir comment le rendre public sans que ça ait l'air que je suis l'ex-mari amer qui cherche à se venger. Laisse-moi faire, a dit Pet. J'ai quelques idées. Le jour suivant était un vendredi et l'hôpital bourdonnait d'excitation pour le week-end. Emma travaillait de jour aux urgences et selon l'horaire que j'avais mémorisé, elle devait finir à 19h. Le service de Félix à l'hôpital presbytérien se terminait à 18h, ce qui lui donnerait juste assez de temps pour venir la retrouver. Je me suis positionné sur le parking à 18h30, assis dans mon camion avec une vue dégagée sur l'entrée des employés et le parking des visiteurs. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La BMW de Félix est entrée dans le parking des visiteurs à 18h45, pile à l'heure. Il s'est garé à la même place où Emma garait habituellement sa Honda. Apparemment, ils avaient mis en place une sorte de système. Félix est sorti de la voiture, a vérifié son reflet dans la vitre et s'est dirigé vers l'entrée de l'hôpital. Il était exactement ce que j'attendais de ces photos, grand, brun, beau de cette manière polie qui vient d'un toilettage coûteux et de visites régulières à la salle de sport. Il portait une blouse qui semblait avoir été faite sur mesure, et il se déplaçait avec le genre de confiance qui vient de ne jamais s'être entendu dire non. J'ai attendu. À 19h15, Emma est sortie de l'entrée des employés. Elle avait quitté sa blouse de travail et portait un jean et un pull que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle a regardé autour du parking, a repéré Félix adossé à sa BMW, et a souri. C'était le genre de sourire que je n'avais pas vu de sa part depuis des mois, sincère, heureux, sans retenue, le genre de sourire qui m'était autrefois réservé. Ils se sont étreints comme des amants séparés depuis des jours au lieu de quelques heures. Félix l'a fait tourner et Emma a ri, un son qui a traversé le parking et m'a frappé comme un coup physique. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Ils ont parlé quelques minutes, debout l'un près de l'autre, les mains de Félix sur la taille d'Emma, les doigts d'Emma jouant avec le col de sa chemise. Puis Félix a ouvert la portière passager de la BMW et Emma est montée. Je les ai suivis à distance alors qu'ils traversaient le centre-ville, restant assez loin pour qu'ils ne me remarquent pas, mais assez près pour voir où ils allaient. Ils ont fini chez eux le Châtaignier, un restaurant français cher qu'Emma et moi avions toujours parlé d'essayer, mais que nous n'avions jamais pu nous permettre. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai regardé à travers les grandes fenêtres du restaurant alors qu'ils étaient assis à une table près du fond. Félix a commandé du vin, probablement quelque chose qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en une journée, et ils se sont assis l'un près de l'autre, se tenant la main par-dessus la table comme des adolescents amoureux. J'ai pris plus de photos. Ils sont restés au restaurant pendant 2 heures, parlant, riant et agissant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde, comme s'ils ne détruisaient pas de mariage et ne blessaient pas des gens qui les aimaient. Quand ils sont finalement partis, je les ai suivis jusqu'à l'immeuble de Félix, une tour étincelante de verre et d'acier dans le quartier financier. Ils ont disparu dans le parking, et je savais que je ne reverrais pas Emma avant le matin. J'ai regagné le motel avec un téléphone plein de photos et de vidéos compromettantes, me sentant comme un détective privé qui venait de résoudre une affaire majeure. Emma et Félix avaient été négligents, bâclés, trop confiants. Ils m'avaient donné tout ce dont j'avais besoin pour les détruire tous les deux. La question maintenant était de savoir comment l'utiliser. J'étais allongé dans mon lit, faisant défiler les photos sur mon téléphone, quand j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Ici Catherine Dalton. Je pense que nous devons parler. Mon sang se glaça. Comment la femme de Félix avait-elle obtenu mon numéro? Et plus important encore, que savait-elle? J'ai appelé le numéro. Catherine a répondu à la première sonnerie. Monsieur Parker, merci de me rappeler. Comment avez-vous eu mon numéro? Je suis médecin, Monsieur Parker. J'ai des ressources. Et j'ai mené ma propre enquête. Quel genre d'enquête? Le genre où j'ai engagé un détective privé pour suivre mon mari parce que je le soupçonnais d'avoir une liaison. Imaginez ma surprise quand les photos du détective l'ont montré avec votre femme. Je me suis assis dans mon lit, mon cœur battant la chamade. Que voulez-vous? Je veux vous rencontrer. Je pense que nous pouvons nous entraider. Nous entraider comment? En nous assurant que nos conjoints infidèles subissent les conséquences de leurs actes.
1 heure plus tard, j'étais assis dans un dîner ouvert 24h24 en face du docteur Catherine Dalton. Et je commençais à comprendre pourquoi Félix avait tout risqué pour la tromper. Elle était belle d'une manière discrète. Des yeux intelligents, des cheveux auburn attachés en une simple queue de cheval. Le genre d'élégance naturelle qui n'a pas besoin de vêtements ou de bijoux chers pour faire impression. Elle était aussi furieuse. Je suis au courant des liaisons de Félix depuis des années, dit-elle en remuant du sucre dans son café avec une précision mécanique. Mais je suis resté à cause des enfants, de ma carrière, parce que je croyais qu'il finirait par grandir et arrêter d'agir comme un adolescent. Qu'est-ce qui a changé? Cette fois, c'est différent. Cette fois, il n'a pas seulement une aventure avec une infirmière qui connaît les règles du jeu. Cette fois, il détruit le mariage de quelqu'un d'autre. Elle a sorti un dossier en manille qui ressemblait étrangement à celui que Pet m'avait montré. Mon détective suit Félix depuis 3 mois. Ces photos le montrent avec votre femme dans des hôtels, des restaurants, des conférences médicales. Ils n'ont pas seulement une liaison, Monsieur Parker. Ils ont une relation. Les photos étaient plus détaillées que celles que Pet avait trouvées. Prises avec du matériel professionnel par quelqu'un qui savait rester caché. Emma et Félix dans un hôtel à Portland lors d'une conférence médicale. Emma et Félix dînant dans des restaurants de la ville. Emma et Félix faisant du shopping ensemble dans un centre commercial haut de gamme. Sur chaque photo, ils avaient l'air heureux, à l'aise, comme un vrai couple au lieu de 2 personnes se faufilant derrière le dos de leur conjoint. « Que voulez-vous faire à ce sujet ?» ai-je demandé. Le sourire de Catherine était froid et calculateur. « Je veux les détruire tous les deux. Je ne suis pas intéressé à faire quoi que ce soit d'illégal. Moi non plus. Mais il existe des moyens légaux de rendre la vie de quelqu'un très compliquée. » Elle se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Félix se croit intouchable parce qu'il est un chirurgien à succès avec une bonne réputation. Votre femme pense qu'elle peut garder sa secret et continuer sa vie. Ils ont tous les deux tort. Que proposez-vous? Une campagne coordonnée. Nous exposons leur liaison d'une manière qui maximise les dommages à leur carrière et à leur réputation. Comment? Catherine a ouvert son sac à main et a sorti une clé USB. Tout est là-dessus. Photos, vidéos, relevés de cartes de crédit montrant les frais d'hôtel et les factures de restaurant. Félix a utilisé notre compte joint pour financer sa liaison avec votre femme. Je fixais la clé USB comme si c'était un pistolet chargé. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Aidez-moi à m'assurer que ça parvienne aux bonnes personnes. Administrateur d'hôpitaux, ordre des médecins, organisation professionnelle. Des gens qui se soucient de la conduite éthique des professionnels de la santé. Et ensuite, nous regarderons leur carrière partir en fumée. J'ai pris la clé USB, sentant son poids dans ma paume. C'était une si petite chose, mais elle contenait suffisamment d'informations pour détruire 2 vies. Il y a encore une chose, a dit Catherine. Je demande le divorce lundi. Quand je le ferai, tout cela deviendra public. Félix ne pourra plus le garder secret. Et vos enfants? Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, le sang-froid de Catherine s'est légèrement fissuré. Mes enfants méritent mieux qu'un père qui ment, qui triche et qui pense qu'il peut s'en tirer avec n'importe quoi. Nous sommes restés assis en silence un moment, 2 personnes dont la vie avait été détruite par les mêmes choix égoïstes faits par des gens en qui nous avions confiance. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ai-je demandé. Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. L'expression de Catherine se durcit. Félix a fait son choix quand il a décidé d'avoir une liaison avec votre femme. Votre femme a fait son choix quand elle a décidé de l'aider à détruire notre famille. Maintenant, il est temps pour eux de vivre avec les conséquences. J'ai empoché la clé USB et je me suis levé. Je vous tiendrai au courant. En retournant au motel, j'ai pensé à Emma dormant dans le lit du pantouse de Félix, croyant probablement qu'elle avait réussi à garder sa liaison secrète. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer autour d'elle. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais hâte de voir ça arriver. Lundi matin est arrivé, gris et brumeux, ce qui semblait approprié pour ce que j'allais faire. J'avais passé le week-end à étudier le contenu de la clé USB de Catherine, et ce que j'avais trouvé était encore plus dommageable que ce à quoi je m'attendais. Félix n'avait pas seulement été négligent dans sa liaison avec Emma. Il avait été stupide. Reçu de cartes de crédit pour des chambres d'hôtel, des dîners au restaurant, des achats de bijoux.
Des SMS qu'il avait apparemment sauvegardés sur un service cloud auquel Catherine avait accès. Des photos et des vidéos qu'il avait prises lui-même, pensant probablement qu'elles étaient privées. L'homme avait documenté sa propre liaison comme s'il en était fier. Je suis arrivé tôt au travail et j'ai trouvé Pete déjà dans le bureau de la sécurité, buvant son café du matin et lisant le journal. Tu as l'air d'un homme en mission, dit-il en levant les yeux de la section des sports. C'est le cas. Je lui ai tendu une copie de la clé USB. Catherine Dalton m'a donné ça samedi soir. Pete a branché la clé dans son ordinateur et a sifflé doucement en parcourant les fichiers. Félix Dalton est un idiot. C'est ce que je me suis dit. Alors, quel est le plan? J'ai sorti une liste que j'avais faite pendant le week-end. Nous devons faire parvenir cette information aux bonnes personnes. Administrateurs d'hôpitaux, ordre des médecins, organisations professionnelles. Ça fait beaucoup de monde. Il le faut. Si nous ne l'envoyons qu'à un ou deux endroits, il pourrait essayer de l'étouffer. Mais si ça part partout en même temps, ça devient impossible à contenir, a terminé Pete. J'aime ça. Nous avons passé la matinée à faire des copies des fichiers les plus compromettants et à préparer une série de comptes email anonymes. La beauté de l'ère Internet, c'est que vous pouviez détruire la vie de quelqu'un depuis le confort de votre propre bureau, et il ne saurait jamais qui l'avait fait. À l'heure du déjeuner, nous étions prêts à lancer ce que Pete avait baptisé « Opération Terre brûlée ». Le premier email est parti à l'administrateur de Merci Général, avec des copies au chef des soins infirmiers et au chef du personnel. L'objet était simple, conduite non professionnelle par un membre du personnel, Emma Parker. L'email contenait une sélection de photos montrant Emma avec Félix à divers endroits, ainsi qu'une brève explication de leur liaison et du fait qu'Emma avait menti sur la nature de son voyage pour la mission de secours du Pacifique. Le deuxième email est parti à l'hôpital presbytérien où travaillait Félix. Celui-ci était plus détaillé, incluant des reçus de cartes de crédit montrant que Félix avait utilisé des comptes de frais de l'hôpital pour payer certains de ses rendez-vous avec Emma. Le troisième email est parti à l'ordre des médecins de l'État avec une plainte formelle concernant la conduite non professionnelle d'Emma et de Félix. Le quatrième email est parti à l'organisation de secours du Pacifique, les informant qu'un de leurs volontaires avait utilisé la mission comme couverture pour une liaison extra-conjugale. À la fin, nous avions envoyé l'information à 15 organisations et individus différents. En quelques heures, Emma et Félix feraient tous deux face à des enquêtes de multiples directions. Tu penses que ça va marcher, a demandé Pete alors que nous envoyions le dernier email. Ça va marcher, ai-je dit. La question est de savoir combien de temps ça prendra. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour une réponse. À 14h30, je remplaçais un robinet cassé dans la salle de bain du 3e étage quand j'ai entendu des voix s'élever de l'aile administrative. À travers les murs fins, je pouvais distinguer la voix d'Emma, aiguë et paniquée, ainsi que ce qui ressemblait à plusieurs autres personnes parlant en même temps. À 15h, le réseau de ragots de l'hôpital était en surchauffe. Tasha Morrison vibrait pratiquement d'excitation en chuchotant à quiconque voulait bien l'écouter qu'Emma avait été convoquée à une réunion d'urgence avec l'administration. Ils avaient des photos, l'ai-je entendu dire à une autre infirmière. Des photos d'Emma avec un médecin de l'hôpital presbytérien. Apparemment, ils ont une liaison depuis des mois. Pas possible, a répondu l'autre infirmière. Emma ne ferait jamais une chose pareille. C'est ce que je pensais. Mais les photos ne mentent pas. Et écoute ça. Apparemment, elle a utilisé cette mission de secours du Pacifique comme couverture pour passer 2 semaines avec lui. J'ai continué à travailler sur le robinet, mais j'écoutais chaque mot. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon. Ils l'ont suspendu en attendant une enquête. Suspendu? C'était plus rapide que prévu. À 16h, Emma est venue me chercher. J'étais au sous-sol, nettoyant mes outils et faisant semblant d'être occupé par des tâches de maintenance de routine. Elle est apparue à l'entrée de l'atelier, le visage rouge et bouffi de larmes. « Salaud !» dit-elle, sa voix tremblant de rage. « Bonjour, Emma. Comment s'est passée ta journée ? Tu sais exactement comment s'est passée ma journée. C'est toi qui as fait ça. » Je levai les yeux de la clé que je nettoyais, essayant de paraître confus. « Fais quoi ? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Quelqu'un a envoyé des photos à l'administration. Des photos de moi avec Félix. Félix ? C'est son nom ? Je me demandais avec qui tu couchais. Elle entra dans l'atelier, les mains serrées en poing. Ils m'ont suspendu, Will.
Ils m'ont suspendu en attendant une enquête sur ma conduite professionnelle. C'est terrible. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Ils ont des photos de nous ensemble. Des photos de nous dans des restaurants, des hôtels, au gala de secours du Pacifique. On dirait que quelqu'un a bien fait ses devoirs. Le visage d'Emma devenait de plus en plus rouge. C'était toi. Je sais que c'était toi. Moi? Emma, je suis un agent de maintenance. Je répare des toilettes et je change des ampoules. Je n'ai pas accès au type d'information dont tu parles. Alors qui? J'ai haussé les épaules. Peut-être que la femme de Félix l'a découvert. Peut-être que quelqu'un de l'organisation de secours du Pacifique est devenu suspicieux. Peut-être qu'un de tes amis en a eu marre de te couvrir. Ça pourrait être n'importe qui, vraiment. Tu mens. Vraiment? Prouve-le. Emma me fixa un long moment, et je pus voir l'instant exact où elle réalisa qu'elle n'avait aucune preuve. Aucun moyen de me lier aux photos qui détruisaient sa carrière. Ce n'est pas fini, dit-elle finalement. En fait, je pense que si. Tu as fait tes choix, Emma. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir vide. Je suis retourné nettoyer mes outils, fredonnant doucement. La phase 1 était terminée. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail pour trouver l'hôpital en ébullition avec des nouvelles de Félix Dalton. Selon le réseau de Rago, l'hôpital presbytérien avait lancé sa propre enquête après avoir reçu des informations anonymes sur la conduite de Félix. Il avait été mis en congé administratif en attendant un examen de ses comptes de frais et de son éthique professionnelle. Mais la vraie bombe est tombée au déjeuner, quand Pete m'a trouvé à la cafétéria avec une copie du journal du matin. Page 6, dit-il en faisant glisser le journal sur la table. Section style de vie. Le titre disait « La liaison d'un chirurgien local secoue la communauté médicale ». En dessous, une photo de Félix et Emma dansant au gala de secours du Pacifique, ainsi qu'un récit détaillé de leur liaison et de l'enquête qu'elle avait déclenchée. L'article était dévastateur. Il décrivait Félix comme un coureur de jupons en série qui s'en était pris à des femmes mariées vulnérables tout au long de sa carrière. Emma était dépeinte comme sa dernière victime, mais l'article précisait qu'elle avait été une participante consentante à la liaison. Comment est-ce arrivé au journal, ai-je demandé à Pete. Catherine Dalton a tenu une conférence de presse hier après-midi. Elle a dit qu'elle en avait marre que le comportement de son mari soit étouffé par l'establishment médical. Je devais admirer la stratégie de Catherine. En rendant l'affaire publique, elle avait rendu impossible pour quiconque de balayer l'affaire sous le tapis. Félix et Emma étaient maintenant l'objet d'un examen public, et leur carrière était effectivement terminée. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Emma. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es heureux. J'ai supprimé le texto sans répondre. Au cours des jours suivants, l'histoire a continué de prendre de l'ampleur. D'autres femmes se sont manifestées avec des histoires sur le comportement inapproprié de Félix. L'organisation de secours du Pacifique a annoncé qu'elle réexaminait son processus de sélection des volontaires. Les hôpitaux Merci Général et presbytériens ont promis de renforcer leur code de conduite professionnelle. Emma a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses, mais je les ai tous supprimés sans les écouter complètement. Jeudi, Pete m'a apporté d'autres nouvelles. Félix Dalton a été licencié, dit-il. L'hôpital presbytérien l'a annoncé ce matin. Ils transmettent également l'affaire à l'ordre des médecins pour d'éventuelles mesures disciplinaires. Et Emma? Toujours suspendue, mais j'ai entendu dire qu'ils vont probablement la licencier aussi. Ils ne peuvent pas avoir une infirmière dans leur personnel qui a été publiquement exposée pour avoir eu une liaison avec un médecin d'un autre hôpital. J'ai ressenti un moment quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Emma avait fait des choix terribles, mais elle était toujours la femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans. Voir sa carrière imploser était satisfaisant, mais c'était aussi final. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo d'elle dansant avec Félix, des mensonges sur les pilules contre le paludisme, de l'IST qu'elle avait ramené comme un souvenir. La culpabilité s'est estompée. Il y a autre chose, a dit Pete. Catherine Dalton veut te revoir. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans le même dîner où nous avions planifié notre vengeance. Catherine avait l'air fatiguée mais satisfaite, comme quelqu'un qui vient de terminer une tâche difficile mais nécessaire.
C'est fini, dit-elle sans préambule. Félix a été licencié. Sa licence médicale est en cours d'examen, et notre divorce sera finalisé d'ici 6 mois. Et les enfants? Ils sont mieux sans lui. Félix n'a jamais été un très bon père de toute façon, trop occupé par sa carrière et ses liaisons pour prêter attention à ses propres enfants. Des regrets? Catherine réfléchit un instant. Non. Félix a fait ses choix et maintenant il doit vivre avec. Tout comme votre femme. Ex-femme, ai-je corrigé. Les papiers du divorce ont été finalisés hier. Comment vous sentez-vous? Soulagé, surtout. C'est fini. Je peux passer à autre chose. Que allez-vous faire maintenant? J'y ai pensé. Le mois dernier, toute mon attention avait été concentrée sur l'exposition de la liaison d'Emma et Félix et sur le fait de s'assurer qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Maintenant que c'était fait, je n'étais pas sûr de la suite. Je ne sais pas, ai-je admis. Trouver un nouveau travail, peut-être recommencer ailleurs. Vous pourriez rester et vous battre pour votre poste à l'hôpital. Pourquoi voudrais-je faire ça? Tout le monde là-bas sait ce qui s'est passé. Je serai toujours le gars dont la femme l'a trompé avec un médecin. Catherine sourit. Ou vous pourriez être le gars qui a refusé d'être une victime, le gars qui s'est battu et qui a gagné. Elle n'avait pas tort. Emma et Félix avaient essayé de détruire mon mariage et ma vie, mais au final, ils s'étaient détruits eux-mêmes. J'étais sorti de ce pétrin avec ma dignité intacte alors qu'ils avaient tout perdu. Peut-être que vous avez raison, ai-je dit. Je sais que j'ai raison. Félix se croyait intouchable parce qu'il était un chirurgien à succès. Votre ex-femme pensait qu'elle pouvait mentir et tricher sans conséquence. Ils avaient tous les deux tort. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Deux personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient sorties de l'autre côté. Il y a une dernière chose, a dit Catherine finalement. Félix essaie de contacter Emma depuis que tout ça a commencé. Apparemment, il veut s'enfuir avec elle, recommencer ailleurs. Qu'a-t-elle dit? D'après mes sources, elle lui a dit d'aller se faire voir. On dirait qu'elle lui reproche d'avoir ruiné sa vie. J'ai ri malgré moi. Même maintenant, elle ne peut pas assumer la responsabilité de ses propres choix. Certaines personnes n'apprennent jamais. Catherine avait raison sur ce point. Emma passerait probablement le reste de sa vie à blâmer les autres pour les conséquences de ses propres actions. Félix ferait probablement la même chose. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai regagné le motel ce soir-là, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La liaison d'Emma et Félix avait détruit mon mariage, mais elle m'avait aussi libéré d'une relation qui mourait lentement depuis des années. J'avais 40 ans, divorcé, et je repartais de zéro. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je suis allé au travail avec un nouveau sentiment de détermination. J'avais un travail à faire, du matériel à réparer, une vie à reconstruire. Emma et Félix étaient les nouvelles d'hier. Leur liaison était déjà remplacée par de nouveaux ragots dans le moulin à rumeurs de l'hôpital. Je remplaçais une poignée de portes cassées dans l'aile pédiatrique quand Tasha Morrison m'a approché. Elle avait l'air nerveuse, comme si elle n'était pas sûre de la façon dont je réagirais en la voyant. « Will, je peux te parler une minute ?» « Bien sûr, Tasha. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Je voulais m'excuser d'avoir pris le parti d'Emma dans tout ça, de ne pas avoir vu ce qu'elle faisait vraiment. Tu n'as pas à t'excuser. Emma a trompé beaucoup de gens. N'empêche, j'aurais dû mieux savoir. Tu es un type bien et tu ne méritais pas ce qu'elle t'a fait. Merci. J'apprécie. Tasha hésita, puis dit, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a eu ce qu'elle méritait. Ce qu'ils ont tous les deux eu. J'ai fini d'installer la poignée de porte et j'ai rangé mes outils. Peut-être, mais c'est fini maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Tu vas rester à l'hôpital? Pour l'instant. On verra ce qui se passe. Alors que Tasha s'éloignait, j'ai réalisé que j'avais pris ma décision. Je n'allais pas fuir Merci Général. Je n'allais pas laisser la trahison d'Emma me chasser d'un travail que j'occupais depuis 8 ans. J'allais rester et reconstruire ma vie ici, à la vue de tous ceux qui avaient été témoins de l'effondrement de mon mariage. Laissez-les voir comment un vrai homme gère l'adversité. Laissez-les voir ce que c'est que de survivre et de prospérer après la trahison. Laissez-les voir que Will Parker n'était pas une victime. C'était un survivant.
Et si jamais Emma ou Félix montraient leur visage par ici, laissez-les voir ce qu'ils avaient perdu en jetant tout ce que nous avions construit ensemble. J'en avais fini d'être le gentil garçon, d'être le mari compréhensif, d'être la victime des choix égoïstes des autres. À partir de maintenant, j'écrivais ma propre histoire. Et elle allait avoir une bien meilleure fin que la leur.